Une nuit de noces qui aurait dû marquer le début d'une vie de bonheur. Au lieu de cela, pour échapper à son mari plus âgé et intimidant, la jeune mariée a dû avaler 2 somnifères. Le lendemain matin, alors que ses mains tremblantes abaissaient ses sous-vêtements pour voir ce qui s'était passé, le spectacle qui s'offrait à elle la figea. Ce soir-là, le ciel était lourd et une fine bruine tombait des avant-toits. Le bruit des gouttes de pluie sur le bardeau ressemblait à un sanglot étouffé. Dans une pièce baignée d'une douce lueur jaune, j'étais assise, recroquevillée dans un coin du lit. J'étais toujours dans ma robe de mariée blanche que je n'avais pas eu l'occasion d'enlever. Mon maquillage soigneusement appliqué était strié de larmes. J'avais pleuré pendant la majeure partie de l'après-midi, depuis le moment où j'avais quitté la maison de ma famille jusqu'à ce que les portes de ce grand domaine se referment derrière moi. Mon mari, Victor Sterling, âgé de 52 ans, sortit de la salle de bain en pyjama gris clair. Ses cheveux grisonnaient aux tempes, sa silhouette était haute et imposante, mais ses yeux étaient empreints d'une tristesse et d'une solitude inexplicables. Il s'arrêta sur le seuil et se contenta de me regarder longuement. Pas de mots, pas de gestes tendres, seulement le son d'un soupir très doux. Il se dirigea vers le placard, en sortit une couverture fine et la déposa délicatement sur le lit. « Stella, tu devrais te reposer. Il fait froid. » Sa voix était basse et chaleureuse, mais elle ne fit qu'amplifier ma peur. Je n'osais pas lever la tête, mes mains tremblantes agrippant les plis de ma robe. Mon cœur était un tumulte de honte, de peur et de regret. Je n'aimais pas cet homme. C'était l'homme que mes parents m'avaient forcé à épouser, me disant que c'était une bonne personne de haut rang qui me donnerait une vie confortable. Mais pour moi, c'était un abîme profond, un chevalier noir, la fin d'une jeunesse dont je n'aurais jamais imaginé qu'elle se terminerait ainsi. Quand un coup de tonnerre fit trembler les fenêtres, je tressaillis et jetai un coup d'œil autour de la pièce. Monsieur Sterling me jeta un coup d'œil, puis se dirigea lentement vers le canapé près de la fenêtre. Il s'assit tranquillement et se versa un verre d'eau. La lumière de la lampe illuminait la moitié de son visage, révélant la solitude d'un homme usé par la vie. Mais tout ce que je voyais, c'était la peur. J'entendais le tic-tac d'une horloge sur le manteau de cheminée. Chaque seconde me semblait une éternité. La pièce était si silencieuse que j'entendais clairement mon propre cœur battre la chamade. J'étais terrifié par cette nuit, la nuit où je devais devenir la femme d'un homme de l'âge de mon père. Tout mon corps était tendu comme un ressort. Mon regard se posa sur le flacon de somnifère dans mon sac à main. Il m'avait été prescrit par un médecin pour mon anxiété pré-mariage. Une pensée me traversa l'esprit. Si j'en prenais quelques-uns, peut-être pourrais-je simplement dormir toute la nuit. Je n'aurais pas à y faire face. Je n'aurais pas à avoir peur. Me mordant la lèvre, j'ouvris le flacon d'une main tremblante. 2 petites pilules rondes tombèrent dans ma paume. Je les fixai un instant, puis pris une grande gorgée d'eau et les avalai rapidement. Des larmes coulaient sur mon visage, trempant mon col. J'espérais juste que lorsque j'ouvrirais les yeux le matin, tout cela n'aurait été qu'un mauvais rêve. Mais Monsieur Sterling resta assis là. Il ne parla pas, ne s'approcha pas. Son regard était fixé sur la pluie à l'extérieur de la fenêtre. M'avait-il vu prendre les pilules? Le temps passait lentement. Mes paupières devinrent lourdes et le monde autour de moi commença à se brouiller. Dans un état semi-conscient et brumeux, j'entendis des pas silencieux s'approcher. Au moment où je sentis une douce respiration près de moi, mon corps se raidit. Mais au lieu de la peur, je sombrai dans un sommeil profond et noir. Lorsque les premiers rayons de soleil percèrent les rideaux, je me réveillai. La pièce était exactement comme la nuit précédente. La seule différence était que l'espace à côté de moi était vide, la couverture soigneusement pliée. Il n'y avait aucun signe de désordre, aucune odeur étrangère d'eau de Cologne, aucune chaleur persistante d'une autre personne. Je bondis hors du lit, le cœur battant la chamade. Mon corps était intact, mais mon esprit était en plein chaos. Une étrange appréhension commença à se développer dans ma poitrine. Que s'était-il réellement passé? J'essayais de reconstituer mes souvenirs, mais je n'avais que des images floues, la somnolence rampante, l'ombre de Monsieur Sterling près du lit, et son départ silencieux. Je pris une profonde inspiration et sortis du lit. Chaque pas était lourd, comme si je foulais l'anxiété dans mon cœur. Sur la coiffeuse, à côté d'un verre d'eau, se trouvait un morceau de papier soigneusement plié. Mon cœur rata un battement. D'une main tremblante, je commençai à le déplier, mais m'arrêtai à mi-chemin. J'avais peur, peur de le lire, peur de savoir, peur d'affronter une vérité que je n'osais pas regarder en face. Dehors,
le matin s'était éclairci, remplissant la froide suite nuptiale de lumière. Le miroir sur le mur reflétait une femme au visage émacié et fatigué, aux yeux gonflés. Je me sentais comme une étrangère, pathétique et perdue. Je m'assis sur le bord du lit, fixant la note. Un millier de questions tourbillonnaient dans ma tête. M'a-t-il touché? Suis-je toujours intact? Pourquoi est-il parti si discrètement? Je me mordis la lèvre et soulevai prudemment l'ourlet de ma robe. D'une main tremblante, je touchai mon ventre. Un frisson se répandit sur ma peau. Je n'avais pas le courage de vérifier, mais quelque chose m'y obligeait. Tremblante, j'abaissai prudemment mes sous-vêtements. À cet instant, mon sang se glaça. Devant mes yeux, il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit. Il n'y avait qu'une serviette blanche propre posée. Sur l'oreiller se trouvait une lettre soigneusement pliée. L'écriture était forte et claire. J'ai promis à votre mère que je ne vous toucherai jamais tant que vous ne m'auriez pas ouvert votre cœur vous-même. Je vous ai épousé non pas pour vous posséder, mais pour vous rendre la liberté et la dignité que vous méritez. La dernière phrase, comme écrite tard dans la nuit, était légèrement tremblante. Je sais que vous avez peur de moi, mais un jour vous comprendrez. Ce mariage n'est pas une cage. C'est un chemin pour que vous viviez à nouveau, pour que vous soyez votre vrai moi. Je me figeai. Des larmes tombèrent, trempant la lettre. Je tremblais de partout, seules mes lèvres frémissaient. Je ne pouvais pas émettre un son. L'image de lui assis près de la fenêtre la nuit dernière se répéta dans mon esprit. Son regard aussi doux que celui d'un père. Sa voix quand il m'a dit doucement de me reposer. Se pourrait-il que l'homme que j'avais craint comme un monstre soit en réalité mon sauveur, me sauvant d'un destin plus cruel? Je serrai le coin du lit, le cœur meurtri. Je n'avais jamais ressenti un tel regret. La lettre se terminait par une seule phrase écrite en très petits caractères au bas de la page, « Je pars en voyage d'affaires pour 3 jours. Quand je reviendrai, si vous voulez toujours partir, je vous laisserai partir librement. Mais si vous choisissez de rester, j'attendrai, peu importe le temps qu'il faudra. » J'inclinai la tête et sanglotai. La nuit de noces que j'avais redoutée comme un cauchemar s'était avérée être le début d'une leçon sur le pardon, sur une façon d'aimer qui n'était pas basée sur le physique, mais sur un profond respect. Et à partir de ce moment, ma vie a commencé un nouveau chapitre, un chapitre de culpabilité, un voyage à la recherche de mon vrai moi, et une histoire d'amour qui a commencé par la gratitude. 3 jours plus tard, la grande villa était aussi silencieuse que lorsque j'y avais mis les pieds pour la première fois. Dans la froide suite nuptiale, seul le vent qui s'infiltrait par la fenêtre agitait l'air. J'étais assise à un bureau en bois. La lettre, froissée par mes larmes, était devant moi. Alors que je la relisais, mot pour mot, je sentais quelque chose changer dans mon cœur. Ce n'était plus de la peur, mais un mélange complexe de culpabilité et de curiosité. Cet homme, Victor Sterling, je ne l'avais vu que quelques fois depuis que l'arrangement avait été pris. La première fois, c'était lors de la réunion d'introduction. Il était venu chez nous dans un costume modeste. Il avait une attitude calme, mais ses yeux étaient empreints d'une solitude inconnue. La deuxième fois, c'était le jour de notre mariage alors qu'il se tenait à côté de moi sur la scène en s'inclinant pour remercier les invités. Mon cœur était vide. Je me contentais de hocher la tête mécaniquement. La troisième fois, c'était lors de notre nuit de noces. Et puis, le silence. Je ne comprenais pas comment un homme pouvait être si posé le soir de son mariage, ne montrant aucun désir, aucun contact, allant même jusqu'à laisser des mots de réconfort. Les gens disaient que les hommes dans la cinquantaine avaient encore des besoins. Alors pourquoi m'avait-il laissé dormir paisiblement et avait-il gardé ses distances? Avec ces questions, je suis descendu à la cuisine. Là, la gouvernante de longue date, Béatrice, préparait de la soupe. Elle avait les cheveux gris avec un sourire perpétuellement doux. Quand elle m'a vu, elle a fait un petit signe de tête. « Bonjour, Madame Sterling. Prenez de la soupe pour vous réchauffer. » Je me suis assise maladroitement, ne sachant pas comment entamer une conversation, mais la curiosité dans mon cœur grandissait jusqu'à ce que je finisse par parler. « Vous connaissez beaucoup de choses sur Monsieur Sterling. » Béatrice interrompit son travail un instant. La surprise clignota dans ses yeux, mais elle reprit rapidement son sang-froid. « Notre Monsieur Sterling est un homme bon, un très bon homme, mais la vie lui a donné beaucoup de fardeaux. » J'attendais qu'elle continue. Après un moment de silence, elle soupira doucement. Monsieur Sterling avait une femme.
Elle est décédée dans un accident il y a plus de 15 ans. Il n'a jamais ramené personne à la maison depuis lors, jusqu'à ce qu'il vous rencontre. Mon cœur s'arrêta à ces mots. Me rencontrer? Mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Béatrice sourit tristement, le regard perdu. Vous ne le savez probablement pas. Avant le mariage, c'est Monsieur Sterling qui est venu chez vous et a rencontré vos parents. Vous étiez tous terriblement endettés. J'ai entendu dire que si vous n'étiez pas mariés, votre famille aurait perdu la maison et tout le reste. Je me souviens encore de ce que Monsieur Sterling a dit alors. Je n'ai pas besoin d'une belle fille. Je veux juste sauver une personne d'une vie de souffrance. Et puis il a remboursé toute la dette et a préparé le certificat de mariage. Il nous a juste dit de préparer la pièce et de ne pas nous mêler de quoi que ce soit d'autre. J'étais stupéfaite. La cuillère à soupe glissa de ma main, mes yeux grands ouverts d'incrédulité. Chaque mot de Béatrice était comme un couteau dans mon cœur. Je me suis souvenu de la façon dont l'attitude de mes parents avait soudainement changé. Ils ne résistaient plus au mariage forcé. Au contraire, ils préparaient joyeusement ma dot, disant « Il vous accorde beaucoup de valeur. Ne trahissez pas sa confiance. » J'avais pensé que j'avais juste de la chance. Tout était à cause de lui. Une brise fit bruisser les feuilles à l'extérieur. J'ai senti un frisson. La honte m'envahit. Je me souvenais de la façon dont je l'avais évité, de la façon dont je l'avais regardé avec peur, comme s'il était un monstre, et il avait assumé la dette de ma famille et la honte de ce mariage forcé tout seul. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. J'étais assise dans la pièce, regardant la cour où la faible lampe projetait l'ombre d'un magnolia. Distraitement, j'ouvris un tiroir et sortis la lettre à nouveau. Je voulais la ranger pour soulager mon cœur lourd, mais en la dépliant, je remarquai un autre morceau de papier soigneusement plié glissé en dessous. Je ne l'avais pas vu auparavant. D'une main tremblante, je l'ouvris lentement. C'était toujours l'écriture nette et forte de Monsieur Sterling, mais cette fois, il y avait un soupçon de tremblement. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous vous êtes réveillé en toute sécurité. Merci de ne pas vous être enfui. Je sais que vous ne m'avez jamais aimé. Je n'ose pas le demander. J'espère seulement que le temps vous permettra de comprendre. Je vous ai épousé non pas par pitié, mais parce que je voulais vous protéger. Vous pouvez être en colère, vous pouvez pleurer, vous pouvez me haïr. Ne vous brisez pas, c'est tout. Un jour, lorsque vous serez assez forte pour me regarder dans les yeux, je vous dirai tout. Pour l'instant, vivez comme une personne libre. Cette maison est à vous, et personne ne vous forcera plus jamais à rien. J'ai lu la lettre encore et encore, chaque phrase tordant mon cœur. La culpabilité me parcourait les veines. Je me souvenais vivement de chaque froncement de sourcils, de chaque regard craintif que je lui avais adressé. J'avais envie de courir vers lui et de lui dire « Je suis désolé », mais il était loin, en voyage d'affaires. J'ai décidé de l'appeler. Le téléphone a sonné et sonné, puis est passé à la messagerie vocale. J'ai rappelé, mais toujours pas de réponse. Anxieuse et agitée, je ne savais pas quoi faire quand Béatrice s'est précipitée de l'étage inférieur, haletante, « Madame, un paquet est arrivé pour vous. » Je suis descendu. Sur la table se trouvait une petite boîte en bois avec mon nom dessus. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie. C'était une photo de moi datant de l'époque où je travaillais encore dans une usine de confection, prise à distance à travers une fenêtre. J'avais l'air fatigué, mes cheveux en désordre. Sous la photo se trouvait une petite note. C'est là que je vous ai vu pour la première fois. Vous ne le savez pas, mais ce jour-là, vous avez crié et riposté contre un client qui essayait de vous harceler, utilisant son pouvoir contre vous. Je vous ai vu de dos, votre silhouette petite mais forte. À ce moment-là, j'ai su que si je le pouvais, je voulais vous libérer de cette oppression. Les larmes coulèrent incontrôlablement. J'ai posé ma tête sur le bureau et j'ai pleuré. Un étrange mélange de honte, de sympathie et d'apitoiement sur soi-même se débattait en moi. Je l'avais blâmé. J'avais détesté ce mariage acheté avec de l'argent, mais maintenant, les indices qui se dévoilaient devant moi me faisaient réaliser à quel point j'avais été stupide. Cette nuit-là, j'ai sorti ma robe de mariée du placard. Touchant la délicate dentelle, je suis tombé dans une profonde réflexion. Soudain, j'ai compris. Dans la vie, parfois plus que d'être aimé par beaucoup, vous avez besoin d'une personne qui vous traite avec un soin véritable. Et j'étais probablement la folle qui l'avait compris trop tard. Je suis resté assise près de la fenêtre toute la nuit,
attendant le retour de Monsieur Sterling, mais dehors, je n'ai entendu que le bruit lointain d'une voiture disparaissant dans l'obscurité. Je ne savais pas que le lendemain matin, alors que les portes de la villa s'ouvraient, une voiture noire s'arrêterait, apportant des nouvelles qui arrêteraient mon cœur. Ce matin-là, la sonnette a retenti brusquement. Avant même que je puisse me changer et enlever mon pyjama, Béatrice est entrée en courant, le visage pâle. « Madame, des gens de l'entreprise de Monsieur Sterling sont là. On dirait qu'il s'est passé quelque chose de terrible. » Je me suis figé, mes mains tremblantes laissant tomber ma tasse de café. Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. Je me suis précipité vers la porte. Debout dans le jardin se trouvait un homme en costume sombre tenant une enveloppe scellée, son expression sombre. « Êtes-vous l'épouse du PDG Victor Sterling » demanda-t-il d'une voix étranglée. Je ne pus cocher la tête, incapable de parler. L'homme s'inclina légèrement et me tendit l'enveloppe. Aujourd'hui, en allant à son voyage d'affaires, Monsieur Sterling a eu un accident de voiture. Il est actuellement aux urgences de l'hôpital d'État. J'ai reçu l'ordre de vous informer et de vous y emmener immédiatement. Une seule phrase et mon monde s'est brisé. Mes oreilles bourdonnaient et ma vision s'est assombrie. Si Béatrice ne m'avait pas rattrapé, je me serais effondré. Une froide appréhension m'a envahi et mes jambes tremblaient tellement que je ne pouvais plus me tenir debout. Non, c'est impossible. Il a même appelé Béatrice hier soir, balbutiai-je, ma voix défaillant. L'homme baissa la tête. Dans un virage serré, la voiture a perdu de l'adhérence et a quitté une falaise. La police l'a sorti de l'épave, mais il est toujours inconscient. Les médecins essaient d'urgence de joindre sa famille. Je n'ai rien entendu d'autre. Je me souviens seulement avoir couru dehors comme une folle. Tous les bruits autour de moi semblaient être engloutis par un épais brouillard. J'ai réussi à attraper seulement la vieille photo et les 2 lettres qu'il avait laissées. C'étaient les seules choses qui me faisaient sentir qu'il était encore quelque part, qu'il ne m'avait pas quitté. Le trajet jusqu'à l'hôpital m'a semblé interminable. Il avait recommencé à pleuvoir. Les gouttes qui frappaient la vitre de la voiture se mêlaient à mes larmes. Dans mon esprit, l'image de cet homme plus âgé se répétait sans cesse, son regard doux, sa voix lente. J'attendrai, peu importe le temps qu'il faudra. Et je n'avais jamais échangé un seul mot convenable avec lui. Pas un mot de remerciement, pas d'excuse. Et maintenant, il était étendu au bord de la vie et de la mort. Je ne pouvais que serrer la photo dans ma main et prier avec ferveur. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le couloir était animé, l'odeur d'antiseptique était forte dans l'air. Un médecin à l'air fatigué est sorti. « Êtes-vous la famille du patient, Victor Sterling ?» J'ai hoché la tête, une boule se formant dans ma gorge. Le médecin a retiré ses lunettes en silence. Le patient a subi un grave traumatisme crânien. Il a une clavicule cassée et plusieurs côtes fracturées. Heureusement, son cœur bat toujours, mais il est dans un coma profond. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais nous ne savons pas quand il se réveillera. Je me suis figé. Tous les sons se sont estompés, à l'exception du tambourinement de la pluie sur le toit. Je me suis dirigé vers l'USI, et à travers la vitre, je l'ai vu. Son visage était couvert de bandages blancs, son corps emmêlé dans un réseau complexe d'appareils de survie. Le bip 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 régulier du moniteur ECG me piquait le cœur comme des aiguilles. Victor, Victor, j'ai appelé son nom, ma voix si basse que je seul pouvais l'entendre. Si tu te réveilles, je promets que je ne m'enfuirai plus jamais. Béatrice, debout à côté de moi, avait les yeux rouges, elle aussi. Elle a posé une main sur mon épaule et a dit doucement, pendant plus de 25 ans, Monsieur Sterling n'a pas vécu pour lui-même une seule fois. Il a toujours vécu pour les autres. Maintenant, vous comprenez pourquoi il vous a choisi. Je ne pouvais cocher la tête, n'ayant plus de larmes à verser. 3 jours se sont écoulés. Je n'ai jamais quitté l'hôpital. La nuit, je somnolais dans un fauteuil, écoutant le ronronnement du respirateur, le cœur meurtri. Je le baignais, lui lisais des livres à son chevet. Chaque nuit, je lui racontais une histoire, espérant qu'il puisse m'entendre. Le médecin a dit que les patients dans le coma pouvaient sentir les sons familiers et m'a dit de continuer à lui parler. Alors, chaque nuit, je lui ai parlé de mon enfance, de mes journées de travail à l'usine de confection, de ma peur lors de notre nuit de noces, et de la façon dont, après avoir lu ses lettres, j'ai finalement compris son cœur. Chaque fois que je parlais, je sentais mon propre cœur s'alléger, comme si je me débarrassais de l'enveloppe idiote que j'avais portée si longtemps. Un matin,
Alors que j'étais en train d'éplucher une pomme, j'ai entendu le rythme sur le moniteur ECG changer. Je me suis retourné et j'ai vu son doigt tressaillir légèrement. Un choc m'a traversé. Victor, Victor. J'ai couru et j'ai saisi sa main. Ses paupières ont flotté, puis lentement, avec grand effort, il a ouvert les yeux. Il m'a regardé. Son regard était le même qu'avant, calme et doux. Mais cette fois, il rayonnait une étrange chaleur. Sa voix était faible, mais il a parlé. Stella, tu pleures. Je pleurais et riais en même temps. Tu es réveillée. J'avais tellement peur. Il a fermé les yeux. Sa respiration était faible mais régulière. Je suis désolé de t'avoir inquiété. J'ai serré sa main fort, une boule dans la gorge. Non, ne t'excuse plus. C'était de ma faute. C'est moi qui ne t'ai pas compris. Le soleil du matin inondait la pièce à travers la fenêtre, illuminant vivement le lit d'hôpital. On aurait dit le calme après la tempête. Mais juste au moment où je pensais que l'épreuve était terminée, Béatrice est entrée en tenant un épais dossier de documents. Ses yeux étaient humides. Elle m'a tendu le dossier et a dit « Monsieur Sterling m'a demandé de vous donner ceci s'il lui arrivait quelque chose. Il est réveillé maintenant, mais je pense que vous devriez quand même le lire. Monsieur Sterling est un homme qui ne vous cacherait jamais rien. » J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait une pile de documents, titres de propriété, relevés bancaires et même les papiers concernant la dette de mes parents. Tous portaient la signature de Victor Sterling. Tout en bas se trouvait un testament manuscrit. La date à laquelle il a été écrit était une semaine avant notre mariage. Tous mes biens, y compris la maison, le terrain et les économies, doivent être hérités par mon épouse, Stella. Quelle que soit la durée de ce mariage, je n'attends rien en retour. Je souhaite seulement qu'elle vive une vie paisible. J'étais sans voix. Les larmes jaillissaient de mes yeux. Je tremblais, incapable d'y croire. Il avait tout préparé à l'avance, alors même que je ne lui avais donné pas une once d'affection. J'ai levé les yeux vers Victor. Il était toujours allongé là, les lèvres légèrement pincées, me regardant avec ses yeux calmes comme s'il avait prédit ma réaction. Je me suis approché et j'ai posé ma main sur la sienne. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait tout ça pour moi? Il a souri faiblement et a fermé les yeux. Il y a longtemps, j'ai échoué terriblement à quelqu'un. Je n'ai pas pu la sauver à temps. Cette fois, je voulais juste bien faire les choses avec quelqu'un qui méritait une vie heureuse. Une seule larme a glissé du coin de son œil. En la voyant, j'ai senti mon cœur se briser, mais à ce moment-là, j'ai compris. Certains amours n'ont pas besoin d'aveux verbaux. Le sacrifice silencieux d'une personne suffit. Et l'homme étendu devant moi avait été la seule faible lumière dans mon monde en ruine. J'ai serré sa main fort et j'ai murmuré à travers mes larmes, « Ne te rendors plus. Je n'ai pas encore tenu ma promesse que, quand tu iras mieux, je serai la première à te dire que je t'aime. » Il n'a pas répondu, il a juste souri faiblement et a serré doucement ma main de sa main faible. La pression était légère, mais c'était suffisant pour que je sache que son cœur battait toujours et que son amour était toujours vivant. Après le réveil de Victor, l'atmosphère de la villa est devenue beaucoup plus chaleureuse. Le soleil qui traversait les fenêtres éclairait chaque carreau de sol, et la maison ne semblait plus si froide. Il est rentré chez lui pour commencer sa convalescence. Le médecin a ordonné un repos absolu et a mis en garde contre toute émotion forte. Je l'ai à peine quitté d'une semelle. Je cuisinais pour lui donnais de la soupe et l'aidais à se baigner. Chaque fois qu'il me souriait, mon cœur battait la chamade avec un mélange de gratitude et de compassion. Un matin ensoleillé, je l'ai aidé à s'asseoir sur la véranda pour se faire dorer au soleil. Il était encore faible, tenant une tasse de lait d'une main tremblante. Le vent agitait doucement ses cheveux grisonnants. Je me suis assise à côté de lui, épluchant tranquillement une pomme. Aucun de nous n'a parlé, mais la distance entre nous avait disparu. « Est-ce que tu regrettes ?» Sa voix était basse et calme, mais claire. J'ai levé légèrement la tête, ne comprenant pas tout à fait ses mots. Il fixait le regard au loin. « D'épouser quelqu'un comme moi. Est-ce que tu regrettes ?» J'ai posé doucement le couteau et j'ai pris sa main. Ma voix tremblait. Je ne regrette pas. Je regrette seulement d'avoir gaspillé autant de temps avant de te comprendre. Il a souri. Son regard était si tendre, c'était comme si un rayon de soleil y avait fondu. Si j'avais su que tu dirais ça, je n'aurais pas eu peur de mourir. J'ai souri à travers mes larmes,
incapable de répondre. La sensation qui était autrefois floue en moi se transformait maintenant en quelque chose de beaucoup plus profond. Mais juste au moment où tout semblait paisible, un vent étrange a commencé à souffler, portant le parfum du passé, un passé que je ne connaissais pas et que Victor n'avait jamais mentionné. Un après-midi, alors que j'étendais le linge dans le jardin, une berline de luxe noire s'est arrêtée à la porte. La porte s'est ouverte et une femme élégamment vêtue d'environ 45 ans est sortie. Elle avait des cheveux ondulés luxuriants, un visage bien entretenu et un regard perçant qui m'a donné la chair de poule. « Qui êtes-vous » demandai-je en tenant le panier à linge. La femme a souri faiblement, un soupçon de moquerie dans le ton. « Je suis quelqu'un que vous devriez connaître. J'étais celle dans les bras de votre mari, Victor Sterling. » Mon cœur s'est arrêté. Je me suis figé, incapable de parler. Elle s'est approchée, ses escarpins cliquant sur le chemin de pierre. Clic, clic, clic. Chaque pas était comme un poignard dans mon cœur. La nouvelle femme, si jeune. Le goût de Victor a certainement changé. Je me suis mordu la lèvre, essayant de rester calme. « Qu'est-ce que vous voulez avec lui ?» Elle a ri avec arrogance. « Des affaires importantes. Je suis venu reprendre ce qui m'appartient. Il y a 15 ans, j'étais la seule femme dans sa vie. Tout s'est effondré à cause d'un accident, mais je suppose qu'il a oublié que personne n'est réellement mort. Je suis vivante. J'ai juste disparu pendant un petit moment. J'étais pétrifiée. Vous êtes l'ex-femme de Victor ? C'est exact. Je suis Sabrina Dubois, a-t-elle répondu avec assurance. Celle qu'il a juré de ne jamais oublier, même dans la mort. À ce moment-là, mon sang s'est glacé. Je tremblais tellement que j'ai failli laisser tomber le panier. Les doux moments que j'avais partagés avec Victor semblaient s'évaporer en un instant. J'ai balbutié, Il a dit que vous étiez morte. Elle a haussé les épaules avec désinvolture. Pour les autres, j'étais morte, mais dans son cœur, je ne suis jamais morte. Vous n'êtes qu'un remplacement. Vous comprenez ? J'ai reculé, le visage pâle, le cœur meurtri. Je voulais le nier, mais ces mots étaient trop réels, trop nets. Elle m'a regardé de haut en bas avec dédain. Je ne suis pas venu ici pour discuter. Je suis juste venu récupérer cette maison. Victor l'a achetée avec mon argent, alors je vais la récupérer légalement. Sur ce, elle a sorti un dossier de documents de son sac à main et l'a jeté sur la table en pierre. Le titre de propriété. Cette villa était autrefois à mon nom. À cause de l'accident, il l'a transférée à son nom. Mais je suis de retour maintenant, donc je ne pense pas qu'il y ait une place pour vous ici. Je ne pouvais pas dire un mot. Juste à ce moment-là, j'ai entendu la voix de Victor derrière moi. Elle était faible, mais ferme. Sabrina, rentre chez toi. N'effraie pas Stella. Nous nous sommes toutes les deux retournées en même temps. Il se dirigeait lentement vers la véranda, appuyé sur une canne. Son visage était pâle, mais son regard était ferme. Sabrina tressaillit un instant, puis tordit ses lèvres en un sourire amer. Toujours à la protéger, comme tu protégeais autrefois. Victor se redressa et dit lentement, tu ne comprends pas, Stella est différente de toi. Elle ne m'a jamais utilisé, n'a jamais transformé l'amour en une transaction. Une transaction ? Sabrina ricana. Crois-tu que sans l'argent que j'ai investi, tu aurais pu acheter cette maison et amener cette fille ici ? La tension était palpable. Je me tenais entre eux, perdu. Je ne pouvais qu'observer deux personnes qui s'étaient aimées autrefois et qui se dressaient maintenant comme des ennemis. Victor soupira et dit doucement, l'argent t'a été renvoyé il y a longtemps. Si tu veux toujours intenter une action en justice, vas-y. Mais ne reviens plus ici. Il n'y a plus de place pour la haine ici. Sabrina resta silencieuse pendant quelques secondes, puis haussa les épaules. Alors, eh bien, réglons ça au tribunal. Si tu veux vivre en paix, je ne te laisserai pas faire. Elle se tourna et s'éloigna, ne laissant derrière elle que le parfum lourd et un silence étouffant. Je me suis précipité pour le soutenir. Pourquoi es-tu sorti ? Le médecin t'a dit de te reposer. Il sourit faiblement et caressa doucement mes cheveux. J'ai tout entendu. Je ne voulais pas que tu vives avec un malentendu. C'est vrai qu'elle était ma femme, mais la personne que j'aime maintenant, c'est toi. Je serrai sa main fermement, les larmes me montaient aux yeux. Tu n'as pas à t'expliquer. S'il te plaît, ne me cache plus rien.
Il hocha la tête et me serra la main en retour. Je te le promets. Mais tu dois être forte, toi aussi. Elle n'abandonnera pas facilement. Comme il l'avait prédit, dans les jours qui suivirent, une tempête éclata. Sabrina envoyait constamment des mises en demeure et répandait des rumeurs en ligne, affirmant que j'étais une chercheuse d'or qui avait épousé un vieil homme pour son argent afin de s'emparer de ses biens. Les voisins chuchotaient, les amis murmuraient dans mon dos. Partout où j'allais, j'entendais les tons feutrés, cette fille a épousé Monsieur Sterling pour son argent. Je serrais les dents et faisais comme si je n'entendais rien, mais mon cœur avait l'impression d'être tranché. Le soir, je m'asseyais seul dans le jardin, regardant les lumières de la maison se refléter dans les fenêtres. Victor se reposait toujours dans sa chambre, le visage pâle. Je soupirais doucement. Mon cœur était un mélange de compassion et de peur. Je savais que la vraie tempête ne faisait que commencer, mais je n'étais plus la même fille effrayée que lors de ma nuit de noces. J'étais prête à me tenir à ses côtés, même si cela signifiait affronter son passé et la femme nommée Sabrina, qu'il avait autrefois aimée et qui était maintenant revenue pour détruire sa vie. Je me suis juré que je ne laisserais personne me l'enlever. Les rumeurs se sont répandues plus vite qu'un feu de forêt. En 2 jours, tout le quartier bruissait de l'histoire de la jeune femme qui avait épousé un vieil homme pour son argent. Les chuchotements, les regards, tout cela me rendait effrayé à l'idée même de sortir du portail. Quand j'allais au marché, j'entendais les mots étouffés derrière moi. Je vous l'avais bien dit. Cette femme a épousé Sterling avec un motif clair. Qui dirait non à ce genre d'argent et à une maison comme ça? Je serrais les lèvres et faisais comme si je n'entendais rien, mais mon cœur me faisait mal comme s'il était coupé par un couteau. Cet après-midi-là, Béatrice s'est précipitée avec un journal à la main, le visage pâle. Madame, vous devez voir ça. Ils ont écrit un article. Je lui ai arraché le journal des mains. En première page, il y avait une photo de Victor et moi de notre mariage. Mon sourire maladroit avait été habilement recadré, et à côté, il y avait un titre énorme, « Jeune mariée épouse un homme de 30 ans son aîné, une manœuvre calculée pour sa fortune ». En dessous, l'article affirmait que, selon une source proche, l'homme d'affaires renommé Victor Sterling avait été trompé par sa nouvelle épouse pour lui faire signer la cession de tous ses biens. J'ai lu l'article en tremblant. Les larmes coulaient sur mon visage. Chaque mot était une lame plongeant profondément dans mon cœur. Mes jambes ont cédé et je me suis affaissé sur le sol. Béatrice m'a vite rattrapé. Madame, s'il vous plaît, ne pleurez pas, Monsieur Sterling ne laissera pas cela impuni s'il le découvre. À ce moment-là, le bruit d'une canne qui tapait est venu de la porte. Victor avait tout entendu. Il boitait, mais ses yeux étaient flamboyants. Il dit lentement mais fermement, « Préparez la voiture. Je dois voir Sabrina. » Je me suis précipité pour lui saisir le bras. « Vous ne pouvez pas y aller. C'est exactement ce qu'elle veut. Elle va l'utiliser, prendre des photos et inventer encore plus d'histoires. » Mais il a juste souri et posé une main tremblante sur ma tête. « C'est parce que j'ai évité le passé que tu souffres. C'est à mon tour d'agir maintenant. Je ne te laisserai plus affronter ça seule. » Cet après-midi-là, je suis allé avec Victor dans un café élégant du centre-ville. Sabrina était déjà assise dans un coin, toujours avec cette expression fière, ses lèvres rouges, son regard froid. En nous voyant, elle releva légèrement les coins de sa bouche. « Tu as vite récupéré. Je pensais que tu ne te relèverais jamais après cet accident. » Victor s'assit et dit d'une voix calme et maîtrisée, « Sabrina, je suis venu pour mettre fin à ça. Qu'est-ce que tu veux? Sois direct. » Sabrina éclata de rire, le son déchirant l'atmosphère tendue. « Qu'est-ce que je veux? Je veux tout récupérer. La villa, le compte bancaire et ma réputation que cette femme m'a enlevé. » Je serrai les poings, essayant de rester calme. « Vous ne devriez pas dire ça. Depuis le jour où je suis entré dans cette maison, je n'ai pas touché un seul dollar de l'argent de Monsieur Sterling. Pourquoi me calomniez-vous? » Mais elle ne me jeta qu'un coup d'œil. « Qu'est-ce que tu en sais? Nous étions légalement mariés. Même si j'ai perdu la mémoire dans un accident, il n'avait pas le droit de t'épouser. » Victor la coupa d'un regard acéré. « Sabrina, ne déforme pas les faits. Le jour où tu es parti avec un autre homme, tu as signé toi-même les papiers du divorce. Tu es revenu maintenant, non pas par amour, mais par haine. » Sabrina se figea un instant, puis sourit amèrement. « Haine? Oui, j'ai de la haine. Je déteste que,
quand je suis revenu, quelqu'un ait pris ma place. Je déteste que cette petite chose ait tout ce que j'ai perdu. Je vais te faire sentir, toi aussi, ce que c'est que d'être pointé du doigt par le monde entier. Elle se leva brusquement, les yeux en feu. Si vous ne retirez pas les documents de transfert de propriété, je publierai toute l'histoire en ligne sur la façon dont vous avez acheté une femme avec de l'argent, avec toutes les photos et les dossiers. Alors, vous perdrez tous les deux. Mes yeux s'écarquillèrent, mais Victor ferma simplement les yeux. Sabrina, tu as tellement changé. Elle répondit froidement, je n'ai pas changé. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Sur ce, elle partit. Il ne restait qu'un silence étouffant. Cette nuit-là, je me suis assise près de son lit et j'ai regardé Victor trier silencieusement des documents. Il sortit une vieille enveloppe et me la tendit. Voici une copie de l'accord entre Sabrina et un président d'entreprise de construction nommé Quin. Il y a 15 ans, elle a pris mon argent et l'a aidé à démarrer son entreprise. Quand l'entreprise a fait faillite, elle est partie. Elle a menti en disant qu'elle était morte dans un accident. En réalité, ils ont fui le pays. Elle n'est revenue que parce que cet homme l'a trahi. J'ai ouvert les documents, les yeux s'écarquillant d'incrédulité. Virement bancaire, photo. Les preuves étaient toutes là. Pourquoi as-tu gardé ça? Il regarda par la fenêtre, sa voix basse. Je pensais qu'un jour, elle reviendrait et que je pourrais lui pardonner. Mais après aujourd'hui, je comprends. Certaines blessures ne guérissent jamais. Je ne te laisserai plus souffrir à cause d'elle. Il remit les documents dans l'enveloppe et les ferma à clé dans son coffre-fort. Demain, je vais tout révéler. Le monde saura qui a été vraiment utilisé. J'étais choqué. Non, elle se vengera. Il sourit amèrement et caressa ma tête d'une main tremblante. N'aie pas peur. J'ai vécu la moitié de ma vie dans l'obscurité. Je n'ai plus rien à perdre. Mais toi, tu mérites que ton nom soit blanchi. Le lendemain matin, comme il l'avait dit, le plus grand média d'information en ligne de la ville publiait un article exclusif, rumeur sur la jeune femme chercheuse d'or, la vérité derrière la scène. Toutes les preuves de la fraude de Sabrina, de sa fuite et de sa diffusion de fausses informations à son retour étaient étalées au grand jour. Contrat, papier de divorce, photos, et même une déclaration de leur ancien avocat. Les médias sociaux ont explosé. Les commentaires ont afflué. Waouh, la jeune femme était innocente. Cet homme a vraiment vécu avec honneur. Les commérages sont les pires. Je me suis simplement assise près de la fenêtre et j'ai pleuré. Victor s'est assis à côté de moi, souriant doucement, mais le soulagement a été de courte durée. Son téléphone a sonné. Il a répondu, et son visage a soudainement changé. Sa voix tremblait. Quoi? Sabrina a fait une overdose de médicaments. J'ai laissé tomber mon verre d'eau. Il m'a regardé, perplexe. Elle a été emmenée aux urgences. Elle est dans un état critique. La police enquête pour savoir s'il s'agit d'une tentative de suicide ou d'un coup monté. Je me suis figé. Le monde a commencé à tourner. Aussi cruelle que Sabrina ait été, cette nouvelle m'a fait mal au cœur. Victor essaya de se lever. Je dois y aller. Quoi qu'il arrive, elle a fait partie de mon passé. Je ne pouvais pas l'arrêter. Je l'ai suivie à l'extérieur. Le vent s'était levé et les feuilles tourbillonnaient de façon chaotique. J'avais l'étrange impression que cet incident allait révéler un secret encore plus grand que ce que j'avais jamais su. Et je n'avais jamais prévu qu'à l'hôpital ce jour-là, j'entendrais des mots qui ébranleraient les fondations mêmes de ma vie. La voiture filait sous la pluie, les essuie-glaces luttant pour dégager les rideaux d'eau. J'étais assise à côté de Victor, lui tenant fermement la main. Je sentais un frisson. Il était silencieux, le regard fixé droit devant, le visage pâle comme s'il était piégé dans le passé. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, les couloirs blancs sentaient le désinfectant. Une infirmière s'est précipitée. La patiente, Sabrina Dubois, a dépassé le stade critique, mais elle est émotionnellement instable. Seule la famille proche est autorisée à lui rendre visite. Victor hocha la tête et, appuyé sur sa canne, commença à se diriger vers sa chambre. Je fis un mouvement pour le suivre, mais il se retourna à la porte. Stella, attends dehors. Laisse-moi lui parler d'abord. J'hésitai, mais finis par hocher la tête. Sa silhouette disparut derrière la porte, et je m'assis tranquillement sur un banc dans le couloir, mes pensées étant un enchevêtrement inextricable.
La pluie continuait de battre contre les fenêtres. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que la porte ne s'ouvre et que Victor n'émerge. Son visage était aussi blanc qu'un linge, des gouttes de sueur perlaient sur son front. Je courus vers lui. « Ça va ? Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Il ne répondit pas, il balbutia juste quelques mots d'une voix tremblante. « Tu dois entrer et l'entendre de sa bouche. » Je le regardai, perplexe, le cœur battant la chamade. Il prit ma main et me conduisit dans la chambre. Sabrina était allongée sur le lit, le visage pâle, une perfusion dans le bras. Son regard n'était plus acéré. Il était rempli d'épuisement et de défaite. Mais quand elle me vit, elle laissa échapper un rire faible et rauque. « Tu es venu. Bien. » Je ne voulais pas emporter ce secret dans ma tombe. Je me tenais à quelques pas du lit. Avant que je puisse parler, elle continua, chaque mot étant un poignard. « Tu sais, cet homme appelé Quin que tu as connu autrefois? Celui avec qui tu as travaillé. C'est mon frère. » Je me figeai, les yeux grands ouverts, mon cœur s'arrêtant de battre. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Les lèvres de Sabrina se courbèrent en un sourire faible. « Le nom de mon frère est Silas Quin. Il a 6 ans de plus que toi. Il y a des années, il travaillait pour l'entreprise de Victor. Aveuglé par la cupidité, il a détourné des fonds de l'entreprise et a failli faire faillite. La dette qu'il a contractée, c'est Victor qui l'a couverte. Mon frère a disparu, et je l'ai aidé à s'échapper. Mais il m'a trahi, m'a laissé avec des dettes et une réputation ruinée. Ma tête tournait. Le monde semblait s'effondrer. Je reculais en titubant, manquant de m'effondrer. Non, c'est impossible. Mon frère Cole est mort. Il est mort dans un accident de voiture il y a 15 ans. Sabrina rit, un rire rauque et désespéré. Personne n'est mort. Il a changé de nom et a vécu dans une ville rurale avec de faux papiers. C'est Victor qui l'a retrouvé et qui t'a épousé par pitié à cause d'une promesse qu'il avait faite à ta mère. Il voulait expier pour ton frère, pour tous ceux que ton frère a détruits. J'étais paralysé. Tout mon corps était froid, mes lèvres tremblaient. Victor m'a épousé par pitié. Sabrina ferma les yeux, sa voix devenant de plus en plus faible. Peut-être qu'au début, c'était l'expiation, mais après avoir vu la façon dont il te regarde, je sais qu'il t'aime vraiment maintenant. Je reculai, les larmes brouillant ma vision. La lettre de ma nuit de noces, sa tendresse, ses sacrifices silencieux, tous ces souvenirs prenaient soudainement un sens différent. Ce n'était pas un simple amour. C'était un amour entaché de pénitence. Victor s'approcha et me saisit le bras, sa voix basse et rauque. Stella, je voulais te le dire, mais je ne voulais pas te blesser. Ton frère m'a retrouvé, a imploré mon pardon, puis a disparu à nouveau. Je ne voulais pas que tu vives avec cette culpabilité. Je t'ai épousé parce que je t'aime vraiment, pas à cause de lui. Je le regardais, les larmes coulant sur mon visage. Pourquoi? Pourquoi as-tu assumé la culpabilité de quelqu'un d'autre? Sais-tu comment je me sens maintenant? Comme si j'étais une dette que tu dois rembourser? Il baissa la tête, sa voix tremblant. Non, tu n'es pas une dette. Tu étais ma chance de recommencer à zéro. J'ai perdu quelqu'un une fois à cause de l'erreur d'un autre. Je ne voulais pas que cela se répète. L'air était lourd, rempli seulement du bruit de la pluie et du goutte à goutte de la perfusion. Sabrina sourit faiblement, parlant comme dans une transe. Tu vois, toujours le même. Toujours à choisir le sacrifice. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu veux protéger cet amour, tu dois être forte. Quand la vérité éclatera, elle ne vous entraînera pas seulement vous, mais toute ma famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ferma les yeux et murmura. Ton frère n'a pas seulement détourné de l'argent. C'est lui qui est à l'origine de l'accident qui a failli me tuer. Tout a commencé avec lui. Ses mots se sont éteints, et sa tête est tombée sur le côté. Le moniteur ECG a émis une longue tonalité plate et continue. J'ai crié, docteur, infirmière. Des infirmières se sont précipitées, me poussant hors de la chambre. Victor, le visage marqué par la douleur, me serra fermement la main. Stella, calme-toi. Laisse les médecins s'en occuper. Je me suis tenu, engourdi, dans le couloir, mon esprit vide. Une infirmière est sortie. Nous avons transféré la patiente en soins intensifs. Elle est stable pour l'instant, mais nous devons la surveiller.
Elle s'est évanouie d'épuisement, pas à cause des médicaments. J'ai hoché la tête, toujours désorienté. Quand nous sommes rentrés à la maison, il était tard. Je me suis assise dans une chaise, regardant une vieille photo de famille, moi en uniforme scolaire et mon frère Cole. Son sourire était si innocent à l'époque. Ce n'était pas le visage d'un traître, mais maintenant je ne savais plus quoi croire. Victor est venu et a doucement posé une main sur mon épaule. Stella, je sais que cette vérité est cruelle, mais s'il te plaît, crois-moi. Je ne t'ai jamais considéré comme un fardeau. Je levai les yeux vers lui, mes yeux remplis de larmes. Regrettes-tu de m'avoir épousé? Il secoua la tête. Si je devais choisir à nouveau, je ferais la même chose. Sans toi, je n'aurais aucune raison de vivre. J'ai laissé échapper un sanglot sonore et je l'ai serré fort dans mes bras. Nous sommes restés silencieux, n'entendant que les battements chaotiques de nos cœurs. Mais juste au moment où je pensais que la tempête était passée, son téléphone a sonné fort depuis sa poche. Il a répondu, et son expression a changé. Quoi? Quelqu'un s'est introduit par effraction dans le bureau de l'ancienne entreprise. Ils ont pris tous les dossiers d'il y a 15 ans. Je l'ai regardé, le cœur se serrant. Qui a fait ça? Il serra le téléphone fermement, son regard s'assombrissant, sa voix aussi lourde que la pierre. Ton frère, Cole. Les mots m'ont frappé comme un marteau. Je me suis figé, mes lèvres tremblantes incapables de former un mot. Victor me regarda avec de la douleur dans les yeux. Il semble que ce ne soit pas fini, Stella. Il n'est probablement pas revenu pour de l'argent. Il est peut-être revenu pour se venger. Un éclair frappa à l'extérieur, et le vent fit claquer les rideaux. Je m'affaissai dans une chaise, me serrant la poitrine. Pour la première fois, je sentais clairement que mon amour se tenait au bord du précipice entre la vérité et le péché. Un faux pas, et tout se transformerait en poussière. Cette nuit-là, la pluie tombait à torrents. La foudre déchirait le ciel, annonciatrice d'un désastre. Je m'assis dans le salon, une sensation d'oppression dans la poitrine. Les mots de Victor résonnaient dans mon esprit. Ton frère, Cole. Impossible. Le frère que j'avais admiré, celui qui m'avait protégé enfant. Comment pouvait-il être à l'origine de toute cette souffrance? Victor était assis en face de moi, ses mains fermement serrées autour de sa canne. Ses yeux étaient calmes, mais une tempête faisait rage à l'intérieur. Je le regardais, essayant de garder ma voix stable. Es-tu sûr que c'était vraiment Cole? Il hocha la tête lentement, un profond regret dans son regard. J'ai vérifié. Les images de sécurité de l'entreprise le montrent clairement en train de s'introduire par effraction. Et les empreintes digitales sur les documents correspondent à ses anciens dossiers. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Mais il m'a sauvé quand je me noyais. Il a abandonné l'école pour travailler afin de pouvoir me nourrir. Il ne peut pas être une mauvaise personne. Victor me regarda tranquillement. Les gens changent, Stella, surtout quand ils sont guidés par la cupidité. Mais quoi qu'il arrive, je te protégerai. À ces mots, j'éclatai en sanglots. Ma tête baissa, mes mains se tordirent, déchirées entre la honte et la douleur. L'amour et les liens du sang étaient en guerre en moi. Je ne savais pas quoi faire. Le lendemain matin, une enveloppe brune sans adresse de retour fut livrée au portail de la villa. À l'intérieur, il y avait une note griffonnée, « Si tu veux la vérité, viens seul à l'ancien entrepôt de la zone industrielle. Si tu amènes Victor, tu ne connaîtras jamais toute l'histoire. » Tout mon corps trembla en la lisant. Je connaissais cette écriture. C'était celle de Cole. Mon cœur battait la chamade, mes paumes transpiraient. Je cachai la note, sans rien dire à Victor. J'avais peur qu'il ne m'arrête. Et pourtant, j'avais besoin de réponses. Cet après-midi-là, sous prétexte d'aller chercher des médicaments, je me suis éclipsé de la maison. La route vers la zone industrielle abandonnée était déserte, le seul bruit étant celui du vent qui sifflait à travers les vieux toits en tôle. Il recommença à pleuvoir, le ciel était d'un gris terne. Quand j'arrivai, la porte rouillée de l'entrepôt était légèrement entr'ouverte. Le cœur battant à tout rompre, j'entrai. Dans la faible lumière, un homme se tenait dos à moi. Ses cheveux grisonnaient, ses épaules étaient affaissées, mais la vue de cette silhouette familière me coupa le souffle. J'appelai doucement, « Cole ?» Il se retourna. Le visage était indubitablement celui de mon frère, mais ses yeux étaient complètement différents.
La chaleur avait disparu, remplacée par un vide froid et profond. Tu es venu, dit-il, sa voix plate. Je marchais lentement vers lui, les larmes coulant sur mon visage. C'est vraiment toi, frère. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi veux-tu faire du mal à Victor? Il m'a sauvé. Il a sauvé notre famille. Cole laissa échapper un rire sec et désespéré. Sauvé? Tu crois que c'est un homme noble? Il t'a épousé non pas par amour, mais par culpabilité. Il t'a utilisé comme un bouclier pour cacher ses propres péchés. Ma tête tournait. Chacun de ces mots était un coup de tonnerre à mes oreilles. Qu'est-ce que tu veux dire? Cole s'approcha, ses yeux brûlants. Il y a 15 ans, je travaillais pour son entreprise. Je n'étais qu'un simple employé. Mais j'ai découvert que Victor falsifiait les comptes pour commettre une fraude à l'assurance après la mort de sa première femme. Cet accident n'était pas un accident. Quand j'ai essayé de le signaler, il a soudoyé la police et m'a piégé. J'ai dû fuir pour sauver ma vie. J'étais stupéfaite. Chacun de ces mots était un coup de tonnerre à mes oreilles. Non, c'est impossible. Ce n'est pas ce genre de personne. Tu es trop naïve. Pense-y. Pourquoi t'a-t-il épousé si vite? Par amour? Non, c'était pour me faire taire. Il savait que je te retrouverais et te dirais la vérité. Tremblante, j'étouffai mes larmes. Tu mens, frère. Victor m'a sauvé. Il n'a fait de mal à personne. Ne laisse pas ta haine t'aveugler. Cole sourit amèrement, un éclair de douleur dans ses yeux. Tu crois que je voulais ça? J'ai dû me cacher toute ma vie, regarder nos parents mourir dans la pauvreté pendant que tu épousais un homme riche et que tu vivais dans le luxe. Je ne suis pas jaloux. Je ne pouvais juste pas supporter l'injustice. Ces derniers mots furent un couteau dans mon cœur. Je reculai, effrayé par le frère qui avait autrefois été mon soutien, tout en le plaignant en même temps. Frère, s'il te plaît, arrête. Tu peux le haïr, mais ne ruine pas ma vie. Victor n'est plus fort. Si tu fais ça, il pourrait mourir. Il me regarda longuement, son regard vacillant un instant avant de redevenir froid. Va-t'en. Si tu me considères toujours comme ton frère, ne t'en mêle pas. C'est entre lui et moi, et ça doit finir. Je tendis la main vers son bras, mais il me repoussa. Va-t'en, Stella. Ne me force pas à te faire quelque chose de cruel, à toi aussi. Sanglotant, je courus hors de l'entrepôt sous la pluie, mon esprit en proie à la tourmente. Juste au moment où je sortais, une voiture noire s'arrêta en crissant devant moi. La porte s'ouvrit, et je me figeai. Victor sortit. Son regard était sombre et las, mais résolu. Je savais que tu viendrais ici, dit-il doucement. Où est Cole? Avant que je puisse répondre, j'entendis la voix de mon frère derrière moi. Tu n'as pas besoin de chercher. Je suis juste ici. Ils se tenaient face à face sous l'averse. L'un usé par le temps, l'autre brisé par le destin, mais leurs yeux portaient tous les deux un mélange de blessures profondes, de regrets et de ressentiment. Victor parla le premier. Cole, laissons le passé où il est. Je ne veux pas le déterrer à nouveau. Je veux juste que tu arrêtes. J'ai épousé Stella non pas pour lui faire du mal, mais parce que je l'aime sincèrement. Cole sourit amèrement. Amour? Un homme comme toi sait ce qu'est l'amour? Après avoir trompé ma sœur pendant si longtemps, l'avoir laissé vivre dans un mensonge, tu dis maintenant que tu l'aimes et c'est fini? Tu ne sais pas, dit Victor, sa voix tendue. À cause de ton erreur, j'ai perdu une personne. Je voulais juste sauver Stella de ce chemin sombre. La sauver, ou expier tes péchés, cria Cole. J'ai tout perdu pendant que tu as l'amour et l'honneur. Tu crois que c'est quelque chose que je peux juste pardonner? Le tonnerre gronda, et l'air devint lourd. Je me suis interposé entre eux, criant, arrêtez. Vous deux, arrêtez. Je me fiche même de savoir qui a raison. S'il vous plaît, arrêtez de vous faire du mal. Mais ils restèrent sur leur position, se regardant avec hostilité comme des ennemis. Victor dit calmement, arrête, Cole. S'il te reste une once de conscience, n'entraîne pas Stella dans ta haine. J'assumerai les conséquences, mais ne la laisse plus souffrir. Cole le regarda, puis se détourna, les lèvres tremblantes. Sa voix était basse et rauque. Très bien, je laisse tomber. Mais souviens-toi de ceci,
la vérité ne peut jamais être enterrée. Il s'éloigna, sa silhouette décharnée disparaissant dans les rideaux de pluie. Je m'effondrai au sol, mes larmes se mélangeant à la pluie froide. Victor me releva, les larmes aux yeux. Je suis désolé, Stella. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ton passé et celui de ta famille étaient si profondément liés. Je le regardais, submergé de compassion et de peur. La pluie continuait de tomber, et j'avais l'impression que cette nuit n'était que le début de la véritable tempête. Cette nuit-là, la pluie cessa, et un calme trompeur s'installa sur tout. Mais le lendemain matin, lorsque j'ouvris les yeux, la maison était remplie d'un silence étrange et pesant. Béatrice se tenait sur la véranda, le visage pâle, tenant le téléphone. Quand elle me vit, elle dit, en tremblant, « Madame, la police a appelé. Monsieur Cole a disparu. » Je me figeai. La tasse dans ma main glissa et se brisa. Disparu? Mais je l'ai vu hier soir. Ils ont trouvé sa voiture près de la rivière. La porte était ouverte. Son portefeuille et sa carte d'identité étaient dans la boîte à gants, mais il n'était plus là. Mes genoux fléchirent. Je m'agrippais à peine au bord d'une table pour ne pas tomber. Je tremblais de façon incontrôlable, et avant que je ne m'en rende compte, des larmes coulaient sur mon visage. C'est impossible. Mon frère ne disparaîtrait pas comme ça. Victor descendit les escaliers, le visage tendu. J'ai entendu dire que la police enquête, mais cela ne semble pas être un accident. Je levai brusquement les yeux. Que veux-tu dire? Il prit doucement mon bras. Hier soir, Cole a envoyé un message à mon avocat. Son dernier message était « Je ne te laisserai pas vivre en paix ». Puis tout contact a été perdu. On dirait que quelqu'un d'autre s'est impliqué. Je frissonnai. Dehors, le vent se leva à nouveau. Un profond malaise grandit dans mon cœur. Cette histoire prenait une tournure plus profonde et plus dangereuse. Cet après-midi-là, la police est venue à la maison pour prendre nos dépositions. Un détective d'âge moyen demanda d'un ton sombre, « Madame Sterling, êtes-vous la sœur de la personne disparue, Cole ?» Les yeux gonflés, j'acquiesçai. Il griffonna quelque chose dans son carnet. « Savez-vous si votre frère a eu des conflits récents, des dettes ou des différends avec qui que ce soit ?» J'hésitai, jetant un coup d'œil à Victor. Mon frère et mon mari ont eu une petite dispute, mais ce n'était pas une bagarre, juste un désaccord. Le détective leva les yeux, son regard acéré. Quel était le sujet du désaccord? J'avalai difficilement, ma voix tremblant. Il s'agissait d'affaires d'il y a longtemps. Mon frère travaillait pour mon mari, et il y a eu des malentendus, mais je pensais que tout cela était du passé. Victor, assis à côté de moi, parla d'une voix calme et posée. C'est exact. Je n'ai aucune rancune contre Monsieur Hay. Au contraire, j'essayais de l'aider à expier ses erreurs passées, mais il a mal compris. Il pensait que j'essayais de dissimuler des choses. Je coopérerai pleinement à l'enquête. J'espère juste qu'il sera retrouvé sain et sauf. Le détective acquiesça et se leva. Je vois. Eh bien, continuez à enquêter. Nous ne pouvons tirer aucune conclusion pour le moment, mais nous vous contacterons si quelque chose se produit. Après leur départ, la maison sembla vide. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge. Je m'effondrai dans un fauteuil et me couvris le visage. Tout s'écroule. Je n'en peux plus. Victor vint doucement et posa une main sur mon épaule, sa voix basse. Stella, je sais combien tu souffres, mais crois-moi. Je n'ai pas fait de mal à ton frère. S'il le faut, j'irai moi-même à la police et j'avouerai tout, même à propos du passé, tant que tu me crois. Je levai les yeux, croisant son regard. Il n'y avait pas de tromperie dans ses yeux, seulement de l'épuisement et de la sincérité. J'acquiesçai faiblement. Je te crois, mais si quelque chose est vraiment arrivé à mon frère, qu'est-ce que je vais faire? Il serra fermement ma main. Nous trouverons la vérité, aussi cruelle soit-elle. 2 jours plus tard, mon téléphone sonna d'un numéro inconnu. La voix d'un homme, basse et rauque, dit « Si vous voulez savoir où est votre frère, venez à Pin Hill à la périphérie de la ville ce soir. Ne prévenez pas la police. Vous n'avez qu'une seule chance. » Je me figeai, le cœur battant. Je demandai rapidement « Qui êtes-vous? Mon frère va-t-il bien ?» Mais la ligne se coupa. Je racontai tout à Victor. Après une longue pause, il dit « Je vais avec toi.
Cela pourrait être un piège, mais cela pourrait aussi être notre dernière chance. Cette nuit-là, des nuages sombres s'amoncelèrent, plongeant Pinil dans l'obscurité. Nous avons garé la voiture au début du sentier. Les phares traçaient un chemin à travers le chemin de terre sinueux, la lumière vacillant entre les arbres couverts de rosée. Tremblante, je serrai sa main. J'ai peur. Victor serra en retour, son regard ferme. N'aie pas peur. Nous nous enfonçâmes dans les bois, le vent froid fouettant nos oreilles. Puis, un faisceau de lampes de poche vacilla au loin. Une silhouette émergea lentement, grande, mince, trempée. Le visage était indistinct dans l'obscurité. Je le reconnus instantanément. Cole. Je hurlai et courus vers lui. Il m'arrêta d'un regard froid. Tu es venu. Bien. Je veux que vous entendiez tous les deux. Je m'arrêtai, et Victor s'avança. Que veux-tu de plus? Si tu veux te venger, défoule-toi sur moi. Laisse Stella en dehors de ça. Cole ricana et sortit de sa poche une liasse de documents froissés. Victor, voici la preuve que tu as soudoyé un enquêteur il y a 15 ans pour étouffer l'accident. Je l'ai gardé pendant des années. Maintenant, je vais exposer ton vrai visage au monde entier. Victor soutint son regard calmement. Penses-tu que cela rendra ta sœur heureuse? Ou cela la condamnera-t-elle à vivre avec la stigmatisation d'être la famille d'un traître pour le reste de sa vie? La voix de Cole s'éleva. Elle mérite de connaître la vérité, celle que tu as cachée si longtemps. Et toi, dit lentement Victor, caches-tu le fait que tu as détourné de l'argent de l'entreprise, causant indirectement la mort de ma femme? Peux-tu vraiment dire que tu es irréprochable? L'air se figea. Le vent hurlait. Je me tenais entre eux, incapable de distinguer la vérité du mensonge. Deux hommes, deux passés, deux revendications contradictoires, et les deux pourraient être vrais. En désespoir de cause, je hurlai, arrêtez. Je me fiche de savoir qui a raison. Je veux juste que vous viviez tous les deux. Mais ma voix se perdit dans le vent. Cole leva les documents plus haut, sa voix tremblant. Vous ne comprenez pas. J'ai tout perdu. Cette justice est tout ce qu'il me reste. Soudain, il y eut un grand vrombissement, et les documents s'embrasèrent. Le feu se propagea rapidement, illuminant le sommet de la colline. Victor jeta un briquet au sol, la douleur dans les yeux. Je ne laisserai plus le passé tuer le présent. Cole fixa les papiers en feu et hurla, de quel droit? Tu n'as pas le droit d'effacer ma douleur. Il se jeta sur Victor, et les deux commencèrent à se battre dans la lueur vacillante du feu. Arrêtez, hurlai-je, courant pour les séparer. Une violente poussée me fit tomber au sol. Quand je levai les yeux, je vis Cole glisser sur le sol mouillé, trébuchant vers le bord d'une falaise. Frère, hurlai-je, mais il était trop tard. Il perdit l'équilibre et, avec un cri, tomba dans les profondes ténèbres en contrebas. Je m'effondrai, sanglotant dans la boue et les larmes. Victor, tremblant, me serra dans ses bras. Je suis désolé. Ce n'était pas intentionnel. J'essayais juste de te protéger. Je le repoussai, hurlant dans une terreur absolue. Tu mens. Tu as tué mon frère. Le vent hurlait, et les flammes mourantes s'éteignirent, ne laissant que l'odeur de la fumée dans un silence horrible. Dans l'obscurité, je regardais l'homme qui avait été autrefois mon tout, mais qui en un instant était devenu un étranger, et je compris qu'à partir de ce moment, l'amour et la haine en moi avaient échangé leur place. Cette nuit-là, la pluie cessa, mais une tempête faisait rage dans mon cœur. Je passai toute la nuit au poste de police, fixant bêtement le rapport devant moi. Le corps de Cole avait été retrouvé coincé au fond d'un lit de ruisseau asséché en contrebas de la falaise. Dans son poing serré, il y avait un morceau de papier brûlé. Le dernier fragment portait les mots faiblement griffonnés, « La vérité ne meurt jamais ». Alors qu'un policier relisait le rapport, je tremblais. Victor avait été temporairement arrêté dans le cadre de la mort de Cole. Ils appelèrent cela une mesure de précaution en attendant l'enquête, mais aux yeux de tous, il était déjà un meurtrier. Je restais assise en silence, me tordant les mains. Les scènes se rejouaient dans ma tête, les cris, les flammes, la glissade et la silhouette de mon frère disparaissant dans l'abîme noir. Je ne savais pas si c'était un accident ou un crime. Je savais seulement qu'à ce moment-là, j'avais perdu non seulement mon frère, mais aussi le mari en qui j'avais appris à faire confiance. Le lendemain matin, la police fouilla notre maison.
Le bruit des bottes et du froissement des papiers emplit le salon. Un des détectives dit « Nous devons vérifier tous les documents relatifs à l'affaire d'il y a 15 ans. » Le suspect, Victor Sterling, était un personnage clé. Il est possible qu'il ait essayé de détruire des preuves. Je m'avançai, la voix étranglée. Non, vous vous trompez. Il ne l'a pas fait exprès. Il avait juste peur que le passé ne me fasse du mal. Le détective leva les yeux, son regard acéré. Madame Sterling, je comprends que vous soyez l'épouse du suspect, mais veuillez ne pas le défendre. Toutes vos déclarations seront enregistrées. Je me mordis la lèvre, les larmes aux yeux. Je ne savais pas quoi dire. Il était vrai que Victor avait brûlé les documents. Je l'avais vu de mes propres yeux. Mais si je disais la vérité, il serait accusé d'obstruction. Si je mentais, je deviendrais complice. Je me retournai et sortis dans le jardin. Le sol était humide à cause de la pluie de la nuit. Je m'effondrai sur les marches, fixant la cour vide, me sentant étouffé. Frère, comment en sommes-nous arrivés là? Puis une voix rauque derrière moi me fit sursauter. Voulez-vous savoir qui a vraiment tué votre frère? Je me retournai d'un bond. Un homme en veste noire et casquette de baseball se cachait derrière un arbre. Son visage m'était inconnu, mais ses yeux brillaient de calcul. Qui êtes-vous? Demandai-je, ma voix tremblant. Je travaille pour l'homme que vous croyez mort, dit-il froidement. Cole n'est pas mort de la chute. Quelqu'un l'a poussé. Ma tête tourna. Vous mentez. J'étais là. Mon frère a glissé. Il esquissa un sourire amer. Ce que vous avez vu et ce qui est vrai sont deux choses différentes. Il y avait une caméra de sécurité dans ces bois, installée par une compagnie d'assurance. Elle a tout enregistré. Vous voulez la voir? Je retins mon souffle. Où est-elle? Il sortit un morceau de papier de sa poche. Chez Harry. L'adresse. Venez seul. Si vous prévenez la police, vous ne verrez jamais ces images. Serrant le papier, je le regardais partir, le cœur lourd. Je voulais y croire, mais je craignais un autre piège. Pourtant, l'image de Victor dans cette salle d'interrogatoire me hantait. Si les images existaient, je devais les trouver, quel qu'en soit le résultat. Tard cet après-midi-là, je conduisis jusqu'à l'adresse indiquée sur le billet, un entrepôt délabré à la périphérie du quartier industriel. La porte était rouillée, l'intérieur sombre. J'allumai la lampe de poche de mon téléphone et entrai. L'odeur de moisi et de rouille emplit l'air. Sur une vieille table en bois se trouvait une seule clé USB et un mot. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Ouvrez-la vous-même. Les mains tremblantes, je pris la clé USB et rentrai chez moi. Je m'assis devant mon ordinateur, pris une profonde inspiration et la branchai. L'écran s'alluma. Des images thermiques apparurent. Le vent sifflait dans le microphone, et l'image était granuleuse, mais je pouvais distinguer trois silhouettes, moi, Victor et Cole. La dispute initiale était exactement comme je m'en souvenais, mais le moment final me coupa le souffle. Alors que Cole trébuchait vers le bord de la falaise, une autre ombre apparut derrière Victor, un homme corpulent en imperméable noir. Juste au moment où Cole glissa, l'homme donna une légère poussée à Victor à l'épaule. La force fit chanceler Victor en avant, poussant involontairement Cole dans l'abîme. Je me couvris la bouche, le cœur battant à tout rompre. Victor n'avait pas tué mon frère. Il avait été poussé, lui aussi. Mais qui était cet homme? Je rebobinai les images, zoomant sur le visage caché sous la capuche. Quand je le reconnus, je me figeai. C'était le chauffeur personnel de Victor, Silas Quint, l'homme qui l'avait servi pendant plus de 15 ans. Je glissai sur le sol, mes mains tremblant de façon incontrôlable. Pourquoi Silas ferait-il ça? Pour de l'argent? Avait-il reçu des ordres? Je n'avais pas le temps de réfléchir. J'essayai d'appeler Victor, mais il ne répondit pas. J'appelai encore et encore, mais ça sonnait juste. Puis une voix froide se fit entendre derrière moi. On dirait que vous avez trouvé l'enregistrement. Je me retournai. C'était le même homme en noir que le matin. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, une arme à la main. Malin. Mais malheureusement, vous n'aurez pas le temps de le montrer à qui que ce soit. Je reculai, serrant la clé USB dans mes mains. Pour qui travaillez-vous? Est-ce que Silas Quint vous a envoyé? Il sourit avec mépris.
Je travaille pour l'homme que vous avez appelé votre sauveur. Vous pensez que votre mari est si innocent? Il savait tout, mais il voulait détruire les preuves pour protéger sa réputation. Vous mentez, hurlai-je. J'ai les images. Il a été poussé. Il laissa échapper un rire sec. Et qui pensez-vous à installer cette caméra? Qui vous a donné l'adresse? Je ne vous ai montré que la partie qu'il voulait que vous croyiez. J'ai coupé le reste où il a poussé votre frère de ses propres mains. Je me figeai, mon esprit vacillant. Tout s'écroulait. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Il s'approcha, sa voix froide. Dans le monde des riches, la vérité n'est qu'une marchandise à négocier, et vous n'êtes qu'un pion dans leur jeu. Il se jeta sur la clé USB, mais je pris un coupe-papier sur la table et lui lacérai la main. Il hurla, laissant tomber la clé. Je la ramassai et courus dehors comme une folle. J'entendis ses pas derrière moi, puis un coup de feu. Une balle me frôla le bras, du sang chaud coulant sur ma manche. Je serrai les dents et continuai à courir. Au loin, les lumières d'une voiture de police clignotaient. L'homme paniqua et s'enfuit dans les bois. Je m'effondrai sur le bord de la route, mes vêtements trempés de sang, mais je tenais toujours la clé USB dans une étreinte mortelle. Reprenant mon souffle, je murmurai, non, Victor. Je prouverai la vérité. Qui que ce soit derrière tout ça, je ne lui pardonnerai jamais. Quand je me réveillai, j'étais à l'hôpital. 2 policiers montaient la garde devant ma chambre. Victor était assis à mon chevet, le visage épuisé, les yeux creux. Il prit ma main. Espèce d'idiote. Pourquoi es-tu allé seul? Je le regardai, mon regard étant un mélange de compassion et de suspicion. Dis-moi la vérité. Qui est derrière tout ça? Qui essaie d'enterrer le passé? Il resta silencieux pendant un long moment, puis répondit doucement. Quelqu'un à qui tu ne t'attendrais jamais. Je fixai ses yeux. En eux, je vis quelque chose de plus sombre que la nuit. J'étais allongé dans le lit d'hôpital, la lumière blanche au plafond semblant percer le chaos dans mon esprit. La blessure à mon bras me lançait, mais pas autant que la douleur de la suspicion dans mon cœur. Victor était toujours à côté de moi, tenant silencieusement ma main. Ses doigts étaient froids, son regard distant. Tu as dit que c'était quelqu'un à qui je ne m'attendrais jamais, dis-je, ma voix faible mais ferme. Qui? Il resta silencieux pendant longtemps avant de me regarder, les yeux lourds. Silas. Je me figeai, mon cœur s'arrêtant. Silas Quint, ton chauffeur? C'est impossible. Il est avec toi depuis plus de 15 ans. Il était aussi loyal que la famille. Victor acquiesça lentement, sa voix comme le vent à travers une fissure dans un rocher. Je le pensais aussi. Mais 3 jours avant l'incident, j'ai découvert que quelqu'un avait secrètement copié les données de mon coffre-fort. J'ai vérifié les images de sécurité, et c'était lui. Je suis resté silencieux pour rassembler plus de preuves, mais je n'aurais jamais imaginé que cela irait aussi loin. Les larmes me montèrent aux yeux. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Il baissa la tête, sa voix s'affaiblissant, pour la vengeance, pour la cupidité et pour un passé dont je ne t'ai jamais parlé. J'attendis qu'il continue. Victor prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait tout son courage pour déterrer de vieux souvenirs. Il y a 15 ans, lorsque ma société commençait à peine, Silas était mon meilleur ami et mon premier partenaire commercial. Ma femme, Cécilia, était la chef de la comptabilité, et Silas était son fiancé. J'étais abasourdi, mon cœur se serrant. Il acquiesça amèrement, son regard perdu au loin. Silas aimait profondément Cécilia, mais elle m'a choisi. Il nous a félicités à l'extérieur, mais il me haïssait dans son cœur. Quand Cécilia est morte dans cet accident de voiture, j'ai pensé que c'était le destin. Mais avec le recul, tout était trop commode. La personne qui a inspecté la voiture que conduisait Cécilia en dernier était Silas. Je ne voulais pas y croire, mais toutes les preuves pointent vers lui. Un frisson me parcourut l'échine. Alors il est celui qui a fait du mal à ta femme. Victor ferma les yeux. Sa sœur Sabrina est revenue pour terminer ce qu'il avait commencé. Elle faisait partie de son plan. Elle n'a probablement jamais perdu la mémoire. Il voulait qu'elle détruise ma vie comme il croyait que j'avais détruit la sienne. Et ton frère Cole, il n'était qu'un pion. Ils l'ont utilisé pour me ruiner et prendre ce qui restait de ma fortune. Les larmes coulaient sur mes joues.
Toutes les pièces du puzzle se mettaient en place. Tu savais. Tu savais tout ça, et tu es resté silencieux. Pourquoi? J'avais peur, murmura-t-il. J'avais peur que si la vérité éclatait, je te perdrais. J'avais peur que tu ne crois pas que mon amour pour toi était réel et pas seulement une tentative d'expiation. Je le regardais. Pendant toutes ces années, il avait porté ce fardeau seul. Mes larmes étaient un mélange de douleur et de compassion. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit, et le détective entra. La suspicion avait disparu de ses yeux, remplacée par de la sympathie. Madame Sterling, nous savons tout maintenant. Nous avons trouvé les images de sécurité complètes et une lettre que Silas a laissée avant d'essayer de s'enfuir. Il a tout avoué. Lui et Sabrina prévoyaient de fuir le pays. Nous les avons arrêtés à l'aéroport. Victor leva les yeux, le soulagement scintillant dans ses yeux, suivi d'une profonde tristesse. Et mon frère, demandai-je. Qu'en est-il de mon frère? Le détective soupira. Selon la lettre, Silas avait prévu de le tuer depuis le début. Il avait peur que Cole n'expose leur plan. Sa mort n'était pas un accident. Cela faisait partie d'un cruel stratagème. Je m'effondrai complètement, toute la force quittant mon corps. Victor me serra fort dans ses bras, sa voix tremblant. Je suis désolé, Stella. Je me ferai pardonner tout ça. 6 mois plus tard, le soleil brillait de mille feux. J'étais assise sur la véranda, un petit chaton endormi sur mes genoux. Le vent agitait doucement les feuilles du magnolia. Après la tempête, tout était revenu à une paix fragile. L'affaire judiciaire était terminée. Silas et Sabrina ont été condamnés à la prison à vie. Leur cupidité et leur haine avaient été leur perte. Victor, innocenté de toutes les charges, était rentré à la maison. Il paraissait plus vieux après tout cela, mais la solitude dans ses yeux avait disparu, remplacée par un calme tranquille. Il s'approcha lentement et s'assit à côté de moi, prenant ma main. Nous étions silencieux, mais nous savions tous les deux ce que l'autre ressentait. Stella, dit-il doucement. Veux-tu toujours partir? Je le regardai et lui souris à travers mes larmes. Comment pourrais-je? Après tout, c'est ma maison maintenant. Il se pencha et baisa doucement mon front. Le baiser ne contenait aucune passion, seulement une profonde compréhension et une promesse à vie. Nous nous regardâmes, la lumière du soleil se reflétant dans nos yeux. Notre amour n'avait pas commencé par la passion, mais par l'incompréhension et la douleur. Il avait voyagé à travers les mensonges, la haine et la mort. Mais au final, nous avions trouvé notre paix. Et j'ai compris que le véritable amour ne consiste pas à posséder, mais à protéger. Il s'agit de faire face aux tempêtes ensemble et de trouver refuge dans les bras l'un de l'autre. L'homme assis à côté de moi, celui que j'avais autrefois craint, était devenu le seul refuge dans ma vie. Et je savais que notre voyage ensemble, bien qu'il ait été tumultueux, ne faisait que commencer.